Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast Retex, Retour d'expérience, dont la version intégrale est visionnable dès maintenant uniquement sur notre application Omerta que vous pouvez télécharger via Apple Store ou Google Play. Alors vous qui nous regardez sur YouTube, qui regardez cette version courte de ce podcast Retex, pensez s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous le savez en ce moment, les conditions de travail sur les réseaux sociaux et sur YouTube en particulier sont difficiles et donc nous avons besoin absolument de tous les abonnements pour pouvoir continuer nos productions, à diffuser nos productions, à diffuser ces émissions que nous produisons et que nous diffusons gratuitement sur YouTube. Et évidemment, pour ceux qui le peuvent, téléchargez notre application mobile et procurez-vous notre excellent magazine actuellement en kiosque, Congo Silence on tue. Tout ça, bien évidemment, c'est indispensable pour qu'Omerta puisse continuer à vivre et à se développer parce que, vous le savez, Omerta, ce média qui propose un discours alternatif aux grands médias mainstream, ne bénéficie d'aucune subvention publique. Et donc, c'est grâce à votre soutien actif, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en achetant le magazine ou en vous abonnant à notre application, qu'Omerta peut vivre et que notre équipe peut continuer à développer les projets qui vous intéressent tant. Aujourd'hui, nous avons un podcast Retex tout à fait exceptionnel. Il est réalisé via un entretien Zoom sur Internet, pas dans les locaux d'Omerta, pas dans le studio que vous connaissez pour nos podcasts, tout simplement parce que nous recevons Christelle Néant, journaliste, reporter, blogueuse, auteur, qui est actuellement dans le Donbass et qui va nous raconter, je dirais, la réalité de cette guerre, sa réalité, sa vérité, son expérience, depuis qu'elle est, depuis près de 10 ans, engagée dans la couverture de ce conflit côté russe à Donetsk et sur l'intégralité de la ligne de front. Je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être pour la deuxième fois avec Christelle Néant. Bonjour Christelle. Bonjour Charles. Alors tu nous as fait l'amitié de venir sur cette chaîne YouTube dans un entretien qu'on a réalisé tous les deux à Donetsk au mois d'août. Donc un certain nombre de nos auditeurs te connaissent, mais je vais quand même rappeler qui tu es. Tu es donc journaliste, rédactrice en chef adjointe du média International Reporter et tu es aussi blogueuse et auteur d'un livre que je conseille à nos auditeurs, j'allais le dire, mais c'est bien parce qu'on avait fait la promotion au mois d'août, qui s'appelle La Balance et l'Épée et qu'on peut retrouver sur Amazon. On va en dire un mot tout à l'heure. Je le dis à distance, normalement on réalise ces entretiens, ces podcasts dans les studios, mais évidemment tu es dans le Donbass, j'allais dire comme toujours, puisque tu y es maintenant depuis de très nombreuses années. Tu es vraiment un des meilleurs connaisseurs experts de la zone. Ouais. Tu couvres ce conflit depuis, j'allais dire, quasiment les débuts, depuis l'immédiat après Maïdan. Et donc, on va parler aujourd'hui de ton actualité, de l'actualité aussi de Laurent Braillard, que nos auditeurs connaissent bien, avec lequel tu collabores. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, puisqu'on devait réaliser cet entretien hier, mais que ça n'a pas été possible, puisque tu m'as prévenu qu'il y avait des attaques de drones sur Donetsk, quelle est un peu la situation déjà à Donetsk et comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça peut aller, mais effectivement, 2 jours d'affilée, en fait, l'armée ukrainienne a attaqué les grandes centrales thermiques qui alimentent en fait la République populaire de Donetsk en électricité, donc celle de Starobeshevo et celle de Zougresse, ainsi que plusieurs grosses sous-stations électriques. Donc on s'est retrouvé pendant 2 jours privé d'électricité. Alors certains quartiers de Donetsk et de Makiyevka avaient été plus ou moins épargnés. Moi, en gros, il y avait à peu près 65% de la République qui s'est trouvé privé d'électricité. Ils ont réparé le premier jour et en pleine nuit à 4 heures du matin, nouvelle attaque, donc perte d'électricité. Et donc effectivement, il a fallu de nouveau tout réparer. D'ailleurs, Denis Pouchkine a annoncé un état d'urgence régional pour accélérer les prises de décision et régler la situation
un peu plus rapidement. Mais par exemple, ils ont pour l'instant dû prendre la décision de ne pas réalimenter en électricité les écoles, par exemple, où le chauffage ne marche pas. Donc il y a des élèves qui sont restés à la maison, en fait, pour essayer de diriger les flux comme on peut. L'une des deux centrales électriques a été sévèrement endommagée, semble-t-il, celle de Starobesheva. Et donc d'après ce qu'ont dit les autorités, il va falloir quand même pas mal de temps pour réparer. Donc ça va obliger à des économies d'énergie à certains endroits. Donc ça c'est un petit peu problématique. Donc ça pose aussi la question de l'eau, parce que bien sûr sans électricité les pompes ne fonctionnent pas. Donc là pendant 2 jours, il y a eu une interruption de l'approvisionnement en eau dans beaucoup de quartiers de Donetsk et de Makiivka. Donc bon, pour l'instant c'est un petit peu chaotique à cause de tout ça. On espère que ça va être calme ce soir. Parce que, effectivement, là, 2 jours d'affilée, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça empêche de travailler parce que sans électricité, t'as pas d'internet. L'ordinateur, bon, bah, il peut marcher un petit peu sur la batterie, mais c'est pas terrible, quoi. Comment vivent les habitants de cette situation, les habitants de Donetsk? Parce qu'on sait que bon, pendant des années, ils ont été sous le feu de l'artillerie ukrainienne, qui est à l'immédiate proximité quasiment du centre-ville. Aujourd'hui, avec les progrès des Russes, je dirais la menace de l'artillerie s'est quand même éloignée. Mais il y a aujourd'hui l'apparition des drones. L'attaque dont tu parles, c'est peut-être la plus grosse attaque de drones sur Donetsk. Comment les gens vivent tout ça? C'est clair que c'est compliqué pour les gens, surtout que lorsque ce genre de frappes ont lieu en plein hiver, puisque l'électricité, ça impacte aussi les centrales de chauffage. Il faut savoir que ici, comme dans beaucoup d'ex-républiques soviétiques, les immeubles sont chauffés par, on va dire, une chaufferie par quartier qui alimente en eau chaude tous les immeubles. Et donc, bien sûr, ces chaufferies ont besoin d'électricité pour fonctionner. Donc là, effectivement, en plein hiver, les gens se sont retrouvés bah, sans eau chaude et sans capacité, on va dire, de faire tourner un petit radiateur électrique en remplacement. Donc là, ça a été quand même assez pénible. Heureusement qu'on n'a pas encore des températures trop froides. Mais bon, les gens ont l'habitude. C'est pas la première attaque de ce genre. On en a déjà eu une il y a quelques mois en arrière. Pareil, 2 jours d'affilée. Donc bon, les gens, si vous voulez, ont pris l'habitude. Avant, c'était l'artillerie. Maintenant, c'est les drones qui prennent le relais. Mais bon, ça reste quand même assez ponctuel. Ça n'a plus le caractère massif que ça avait à une époque. Hmm. Est-ce que tu peux, pour contextualiser un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que nous, nos auditeurs je dirais, suivent ce qui se passe, mais via la plupart du temps des comptes rendus qui sont faits depuis Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire en ce moment de l'actualité et des progrès de l'armée russe, notamment dans cette zone de Pokrovsk? On dit que les Russes ne sont plus qu'à 2 kilomètres finalement de l'encerclement total de cette ville, et que dans cette ville, il y a, je dirais, un certain nombre de bonnes brigades ukrainiennes qui résistent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette bataille de Pokrovsk là, en ce moment? En fait, Pokrovsk en elle-même est déjà à 90% sous contrôle de l'armée russe. En fait, l'encerclement concerne la ville voisine de Mirnograd. Là, l'encerclement est presque total. Enfin, il n'y a plus que quelques centaines de mètres en fait entre les deux pinces en fait du chaudron qui s'est refermé sur cette ville-là. Quand je dis quelques centaines de mètres, je crois que ça doit être 5 ou 600 mètres, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. Avec en plus les drones, c'est clair que c'est pas une route. En plus, il n'y a pas de route qui passe par là, c'est que des champs. Donc, quand ils essaient d'envoyer des renforts là-bas, ils sont obligés de les envoyer par groupe de 2 ou 3 soldats parce que enfin, c'est impossible de faire passer des véhicules blindés ou même des véhicules tout court. Ils sont repérés immédiatement et pris en chasse par les drones. Donc, forcément, quand on voit des mecs en renfort par groupe de 2 ou 3, bon, c'est pas très efficace, on va dire ça comme ça. Beaucoup se rendent. Et effectivement, parmi certaines des meilleures brigades, on a des brigades de parachutistes là-bas. On a la fameuse 155e brigade Anne de Kiev, qui avait été formée en France aux frais du contribuable français, qui se retrouve prise dans cette poche. Et donc, résultat, bah là, beaucoup de soldats ukrainiens se rendent parce qu'ils se rendent compte que, en fait, ils sont coincés, ils peuvent pas ressortir. Ils sont pris complètement en encerclement et donc. Là, ils commencent à se rendre, alors parfois un par un, parfois par groupe de 2 ou 3, mais on a de plus en plus d'images de reddition de soldats ukrainiens qui finissent par comprendre que
ça sert plus à rien, surtout que la pince est refermée. Et l'armée russe avance à la fois par le sud, dans Mirnograd même, et par le nord aussi. Donc là, la poche, elle est en train de se resserrer de plus en plus. Donc je pense que ça, c'est une bataille qui devrait, dans les semaines à venir, se terminer complètement. Mais Pokrovsk en elle-même n'est même pas encerclée. Elle est déjà prise sous contrôle dans sa quasi-intégralité. Les soldats russes avaient même poser un drapeau sur la stèle qui est à l'ouest de la ville, là où Zelensky s'était pris en photo, genre, je crois, il y a un an ou un truc comme ça. Donc, de ce côté-là, Pokrovsk, c'est fait, en fait. C'est surtout Mirnograd, la ville qui est juste à côté, qui est juste à l'est de Pokrovsk, qui est pour l'instant encerclée, mais pas encore sous contrôle de l'armée russe. Les Ukrainiens sont quand même des experts en communication. Comment tu expliques qu'ils aient laissé la 155e brigade Anne de Kiev, formée en France, qui a fait l'objet de nombreux reportages, que ce soit à la télévision ou sur YouTube, notamment chez l'hôtesse de l'air, dont on ne citera pas le nom, mais ils ont surcommuniqué sur tout ça, sur cette brigade par exemple. Pourquoi laisser cette brigade se faire encercler et finalement se faire détruire ou ces soldats devenir prisonniers de l'armée russe? Comment t'expliques ça? C'est une Mais c'est erreur ou justement le c'est... problème. C'est-à-dire que toute leur stratégie est basée sur de la com. Toute leur stratégie est basée sur de la communication. Et quand tu commences comment dire, élaborer ta stratégie militaire en tenant compte de ta stratégie de communication, c'est que tu as un gros problème. Et ça va mal se finir. Et en fait, le problème, c'est comme ils veulent jamais admettre qu'ils se font encercler, parce que c'est ça la situation. Hein, c'est de même que quand ils étaient encerclés à Debaltsevo avant les accords de Minsk 2, Poroshenko continuait à clamer haut et fort que pas du tout, c'était pas vrai. Les troupes étaient pas encerclées, ils étaient pas pris dans un chaudron, etc., etc. Parce que c'est la honte. Eh bien, en fait, comme ils veulent tenir à tout prix ce nœud logistique, parce que c'est quand même un nœud logistique extrêmement important pour l'armée ukrainienne. Eh bien, ils peuvent pas admettre qu'ils sont en train de perdre, donc ils continuent d'envoyer plein de troupes, plein de troupes, plein de troupes en renfort, qui petit à petit se retrouvent nassées. Et une fois qu'elles sont nassées, c'est la honte, quoi, de devoir admettre que tu as laissé se faire enfermer parmi tes meilleures brigades, celles qui ont été formées en Europe, etc. Donc, on continue de prétendre que c'est pas vrai, qu'ils sont pas encerclés, que tout va bien, Madame la Marquise, et donc tu te retrouves avec des situations complètement délirantes comme celle-là. C'est malheureusement ce qui arrive quand le militaire, en fait, laisse la place à des agents en communication, en fait. J'entendais sur LCI il y a quelques jours le présentateur dire que les pertes russes s'élevaient à 7000 hommes par semaine. Est-ce que c'est un chiffre que tu confirmes et quel est en ce moment l'état de l'armée russe, le moral des troupes? Non, si on regarde les chiffres, même des médias qui sont considérés comme des agents étrangers en Russie, hein, donc c'est-à-dire des médias qui sont financés par l'Occident, donc considérés, on va dire, enfin forcément pro-occidentaux, hein. Même si vous regardez ce que Mediazona dit, ils font la même chose qu'une chaîne russe, ils regardent les nécrologies et ils font le tour des cimetières. Ils ont, quoi, je crois, calculé à peu près 165 000, je crois, morts côté russe depuis le début de l'opération militaire spéciale. Côté ukrainien, l'équivalent qui est compté par la chaîne Fronta, on est déjà à plus de 680 000. Hmm. Voilà. Mais Donc, côté russe, tu dirais quel est l'état vraiment en ce moment? Est-ce que les Russes font une guerre qui est différente de celle de 2022? complètement. Est-ce qu'il y Complètement. a toujours autant de pertes que vraiment dans les premières semaines ou ce qu'on a pu voir à Mariupol? Ou est-ce que Non, finalement tout ça, ces chiffres sont fantaisistes? ces chiffres sont complètement fantaisistes. Les Russes utilisent massivement les drones. Massivement les drones. Plus, là je vois par exemple à Mirnograd, ils utilisent aussi massivement les bombes planantes, les fameuses FAB, pour éliminer un maximum en fait de soldats ukrainiens avant même d'envoyer. Et même quand ils envoient, c'est des tout petits groupes. C'est-à-dire quand on regarde les vidéos qui sont filmées par les drones, qui suivent et qui coordonnent les gars,
on voit que à la prise d'une position, c'est des tout petits groupes qu'on envoie. Justement à cause des drones, parce que bah, côté ukrainien, ils les utilisent aussi massivement. Et donc, t'as pas, c'est pas des grandes offensives comme on pouvait avoir en 2022, 2023, c'est terminé. Maintenant, c'est utilisation massive des drones en fait et bon bah des FAB ou des lance-roquettes multiples pour pilonner les positions ennemies et puis on envoie des petits groupes pour entre guillemets bah, finir les derniers soldats ennemis ou leur permettre de se rendre et puis prendre la position. Parce que de toute façon, même côté ukrainien, il y a beaucoup de positions, en fait, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux du tout. C'est d'ailleurs quelque chose sur laquelle une députée ukrainienne, Mariana Bezouglaya, a hurlé en disant qu'à certains endroits, ils étaient 4 soldats ukrainiens pour tenir des tranchées sur 1 kilomètre. Bon, 4 soldats pour 1 kilomètre de front, tu comprends bien que bon, tu vas pas très loin avec ça, quoi. Donc forcément, la guerre a complètement changé de visage. C'est maintenant une guerre avec des petits assauts tactiques où tu perces, tu vas percer à un endroit après avoir pilonné, en fait éliminé les forces ennemies. Et puis quand t'as plus personne dans la tranchée, bah, tu peux avancer et puis tu prends la place tout simplement. Mais c'est plus du tout la même guerre qu'en 2022. Elle a complètement changé. Hmm. Quelle est l'importance de Pokrovsk, pour que nos auditeurs comprennent bien, selon toi, de Pokrovsk et de Mirdograd pour la suite des opérations Alors côté déjà, russe? c'est un gros hub logistique de l'armée ukrainienne jusque-là. C'est un peu l'équivalent de ce qu'était Debaltsevo jusqu'à sa prise en 2015. C'est un gros nœud routier, ferroviaire. Donc forcément, bah, pour l'armée, c'est un point important. Et c'est surtout une des dernières grosses fortifications qui ont été faites par l'armée ukrainienne avant et après 2022 dans le Donbass et au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, Pokrovsk, c'est déjà la porte vers la région de Dnipropetrovsk, région de Dnipropetrovsk où l'armée russe a déjà commencé à avancer. Elle a déjà pris plusieurs dizaines de villages là-bas. Après, c'est de la steppe, en fait. C'est-à-dire qu'après Pokrovsk, si tu continues à l'ouest, bah, c'est de la steppe quasiment jusqu'à Dnipropetrovsk. Et vers le nord, bah après, c'est quasiment dégagé jusqu'à Slaviansk et Kramatorsk. Donc, une fois que ce verrou-là, si tu veux, saute, l'armée russe va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Après, c'est plus que des petits villages vers le nord et encore plus vers l'ouest en région de Dnipropetrovsk. Donc, c'est un de ces verrous, si tu veux, qui restait comme Avdiivka, comme Konstantinovka, qui est un petit peu plus au nord-est. Konstantinovka, qui est aussi une des zones très, très, très fortifiées. Et puis Seversk. Seversk, là aussi, l'armée russe avance. Et Konstantinovka, là, c'est un petit peu plus lent, mais ça avance aussi. Donc, une fois que ces derniers verrous extrêmement fortifiés, c'est-à-dire c'est des tranchées qui ont été, pour certaines, bétonnées et compagnie, bah, sautent, après, tu avances beaucoup plus vite. On l'a vu d'ailleurs quand l'armée russe a pris Avdiivka. Après, elle avançait très très vite vers l'ouest et vers le nord d'Avdiivka. Elle a pris en quelques mois un nombre de kilomètres carrés absolument énorme parce que Avdiivka avait été transformée vraiment en espèce de Stalingrad. Et puis, ben, une fois que ce point-là a sauté, ben, tout le reste autour, c'est plus que des petits villages, des champs. C'est plus difficile si tu veux de se cacher là-dedans. Et donc, forcément, bah, après, ça va beaucoup plus vite. Hmm. Euh, à ton avis, parce qu'il y a beaucoup aussi de commentaires et de prévisions plus ou moins sérieuses sur comment la guerre peut, peut tourner ensuite, euh, est-ce qu'à ton avis, les prochains objectifs des Russes, c'est d'aller justement vers le nord, vers les villes de Kramatorsk et Slaviansk, qui sont quand même deux très gros morceaux? Je ne sais pas si on peut comparer ça à Avdiivka, mais c'est quand même... C'est plus qu'Avdiivka, parce que c'est quand même des villes avec une population très importante. Slaviansk, en plus, a une grosse importance pour les soutiens occidentaux de l'Ukraine, puisque pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques années, ils y exploitent du gaz de schiste, compagnie américaine.
entre autres liées à Burisma Holding, la fameuse société où était le fils Hunter Biden, voilà. D'accord. Et donc, forcément, bah, ils vont s'y accrocher bec et ongle, hein. Ça, c'est clair qu'ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Donc, ça va être quand même, je pense, des batailles assez importantes. Surtout que les villes sont quand même assez grandes, assez proches l'une de l'autre, et avec une population assez importante. La question, c'est combien de civils il va rester là-dedans. Ça, c'est la très très grande question. Tu penses que ce sera le prochain objectif des Russes après Pokrovsk et Mirnograd? Ouais, oui, oui, il faut absolument parce qu'en fait, la prise de Slaviansk permettra entre autres de régler le problème de l'eau en République populaire de Donetsk, C'est-à-dire? puisque en gros, le robinet, si on veut enfin, dire les choses un peu simplement, le robinet de l'aqueduc qui alimente en fait toute la République populaire de Donetsk se trouve à Slaviansk. Et c'est là-bas en fait que l'Ukraine a bloqué en fait le flux. Voilà, donc clairement, on le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avancent aussi vers Seversk depuis Kupiansk en région de Kharkov, c'est-à-dire d'essayer de refermer une pince vers le nord, qui va descendre après en ligne droite vers Slaviansk et Kramatorsk, pendant qu'une autre pince montera ensuite depuis Pokrovsk et puis Konstantinovka vers le sud pour prendre en fait les deux villes en tenaille. Hmm. De ton point de vue, là, parce que Volodymyr Zelensky fait la tournée des capitales européennes pour récupérer de l'argent ou du matériel, on voit quand même que les soldats ukrainiens, même s'il y a des prisonniers, continuent de se battre et qu'il y a quand même une volonté de résister, je dirais, de se confronter à l'armée russe. Est-ce que l'Ukraine, de ton point de vue, l'armée ukrainienne a les moyens aujourd'hui de continuer à résister? Et si oui, combien de temps à l'armée russe? Ça, c'est la grande question. C'est ce que j'appelle la question à 1 milliard de roubles cosmiques. Elle peut encore résister. Je dirais là encore, elle a encore de la réserve en termes d'hommes, hein. On voit d'ailleurs qu'ils commencent déjà à maintenant envoyer sur le front des gens qui sont malades. Ils commencent à parler d'abaisser l'âge de la conscription à 22 ans au lieu de 25. Donc ils ont encore quand même des jeunes, des hommes qui jusque-là n'ont pas été mobilisés parce qu'ils avaient ce qu'on appelle un brawn, c'est-à-dire une protection, soit parce qu'ils travaillent pour une industrie importante ou quoi, mais en fait petit à petit ces protections ne veulent plus rien dire. Il y a des hommes même qui travaillaient dans, je sais plus, c'est un ingénieur en chef d'une des usines de drones ukrainiennes qui s'est retrouvé comme ça, raflé dans la rue, bussifié et envoyé sur le front. Et il est mort genre 15 jours après être arrivé sur le front. Donc maintenant, ils sont en train vraiment de racler les fonds de tiroir, mais il y a encore du fond de tiroir. Ils essaient aussi d'attirer les femmes. On a vu des vidéos c'est de la propagande, pour attirer les femmes à venir servir dans l'armée. Donc ils ont encore quand même quelques millions de personnes potentiellement mobilisables. Maintenant, il faut voir la qualité de ces troupes. Comme je dis, des gens qui sont attrapés comme ça, qui ont à peine quelques jours d'entraînement, bah, ça tient pas très longtemps sur le front. Donc ça fait du nombre, mais ça fait pas de la troupe de qualité. Et donc, je sais pas encore combien de temps ils peuvent tenir. Très sincèrement, pas très très longtemps. Enfin, ils pourront pas tenir 10 ans, hein. Je veux dire, faut être quand même très très réaliste. 1 an, peut-être deux grands maximum, et encore. Parce qu'au rythme auquel ils les perdent, plus ceux qui désertent, là, on a établi un nouveau record. Au mois d'octobre, ils ont quand même eu plus de 21 000 désertions. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, c'est énorme. Donc la question en fait c'est je pense que ils iront pas entre guillemets jusqu'au dernier Ukrainien parce que de toute façon tous les députés, les maires, etc. Tous ces gens-là sont protégés de la conscription, donc il y a un moment où ils vont arriver au bout du fond du tiroir. Mais en attendant ils sont en train de bien le racler, hein. Ils sont en train d'envoyer des gens enfin qui devraient pas être sur le front, des diabétiques, des tuberculeux, des gens qui ont guéri du cancer, enfin des trucs comme ça quoi. Donc On sait que aussi tu travailles avec Laurent Braillard sur la question des mercenaires étrangers. Est-ce qu'il y a ouais. toujours un afflux de mercenaires étrangers vers l'armée ukrainienne? Et je dirais, est-ce que tu peux nous dire si leur emploi a changé et si on les retrouve en particulier dans ces deux villes-là dont on vient de parler, Pokrovsk et Mirnograd?
Alors, je ne sais pas pour Pokrovsk et Mirnograd, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les mercenaires étrangers se retrouvent en première ligne. C'est-à-dire qu'autant avant, ils étaient plus utilisés, entre guillemets, pour de la propagande, pour de la com, mais ils étaient un peu plus à l'arrière. Là, maintenant, ils sont quand même de plus en plus envoyés sur le front. Surtout les mercenaires latino-américains. Donc ça, on en voit quand même de plus en plus. Des Colombiens. Là, j'ai vu un Brésilien, j'ai vu la vidéo d'un Brésilien qui était sur le front, qui était en train de pleurer en pleine crise d'hystérie sous un bombardement de sa position par l'armée russe. Donc il y en a toujours, hein, il y en a toujours qui arrivent. Bon, beaucoup moins que les gros flux qu'on avait vus en 2022, par exemple, mais il y en a toujours qui arrivent. Et beaucoup de Sud-Américains, ça a l'air d'être quand même assez lié à des histoires de liens avec les cartels de la drogue et des trucs comme ça, parce que c'est quand même assez étrange de voir tous ces Sud-Américains venir s'intéresser à défendre la cause ukrainienne. C'est un petit peu bizarre, si tu veux. Donc, il va y avoir des histoires de deals, de trafic d'armes et puis en même temps d'acquisition de compétences, hein. Ils acquièrent des compétences en maniement de drones, par exemple, qu'ils peuvent après réutiliser à la maison, si tu veux. Donc, ça, c'est d'ailleurs quelque chose dont les autorités des pays d'Amérique latine se plaignent déjà, en fait. Hmm. Pour ce qui est des meilleures brigades ukrainiennes, notamment des brigades nationalistes comme Azov, est-ce qu'aujourd'hui il y a une divergence dans les choix tactiques qui sont faits par le général Syrski, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, par Volodymyr Zelensky, et ces brigades, on a entendu que la brigade Azov avait refusé de rejoindre la garnison de Pokrovsk. Est-ce qu'aujourd'hui, de ton point de vue, il y a une forme peut-être de contestation des décisions de Zelensky par ces très bonnes unités? Bah, c'est clair que les gars d'Azov ont eu, je pense, parce qu'ils ont quand même une influence importante, donc ils savent qu'ils peuvent se permettre un peu plus de choses, on va dire, que le soldat lambda qui a été attrapé, kidnappé dans la rue et jeté dans un bus. Donc effectivement, ils ont compris qu'on les envoyait au suicide pur et simple, hein, et que ils se sont dit que leur suicide dans la bataille de Pokrovsk arrangerait peut-être bien Zelensky, parce que on commence quand même de plus en plus effectivement à voir que les néo-nazis ukrainiens commencent à menacer Zelensky. Pourquoi? Euh, Ça commence quand même à grogner, ça commence quand même à commencer à faire des menaces, entre autres, on a eu un néo-nazi ukrainien qui a en gros menacé de mort Zelensky si jamais il signait un accord de paix qui cédait du territoire ukrainien à la Russie. Donc bon, très clairement, il y a de toute façon jamais eu, enfin, ils ont jamais été des grands amis. Ces gens-là sont plus près de Zaloujny que de Zelensky, mais clairement, ils ont bien compris que ça arrangerait bien Zelensky, si tu veux, qu'ils aillent se faire éliminer par l'armée russe sur le front. Comme ça, ils pourront plus trop menacer Zelensky, si tu veux. Bon, mais voilà. Mais c'est vrai que je pense que ça va aller crescendo et qu'il y a un moment où ces groupes-là vont représenter une sacrée menace en fait pour lui. Hmm. Dans l'introduction, je disais que tu as donc écrit un livre, La balance et l'épée, que nos auditeurs peuvent se procurer en particulier sur Amazon. Voilà, on voit la couverture que tu montres à l'écran. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi avoir écrit ce nouvel ouvrage et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? De quoi s'agit-il? Alors, c'est un roman fantastique sur fond de la guerre dans le Donbass, donc depuis 2014, puis du début de l'opération militaire spéciale, entre autres toute la bataille de Mariupol. J'avais hésité longuement entre faire, on va dire, un récit presque plus autobiographique ou plus, on va dire, d'analyse, si tu veux, du conflit. Et puis je me suis dit, c'est quand même assez... déjà, le conflit n'est pas terminé. Je considère que ça, c'est des livres à faire une fois que ça sera fini.
Et puis, je me suis dit, les gens, ça va pas être intéressant pour eux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas opter pour un format, on va dire, fiction. Et donc, j'ai pas mal réfléchi. Il y avait vraiment un certain nombre de choses que je voulais un petit peu explorer, pas seulement le conflit en lui-même, qui lui, en fait, sert de fond, en fait, à l'histoire principale, avec un personnage qui se retrouve confronté à des choix très difficiles, dans un contexte très difficile, parce que la guerre, j'ai toujours considéré que c'était des circonstances exceptionnelles qui révèlent à la fois le meilleur et le pire de chacun. Et donc, justement, c'est à quel point le personnage principal, on suit le personnage principal dans justement le fait de devoir affronter ce qu'il a de pire et ce qu'il a de meilleur en lui, et comment faire ressortir ce meilleur et combattre ce pire qui a tendance à remonter au contact, on va dire, du pire des autres auxquels il est confronté. C'est un récit assez dur, très réaliste, Autobiographique un peu quand même. biographique, bien sûr, parce qu'il y a bien sûr des moments, des événements que moi j'ai vécu personnellement, qui sont retransposés dedans, ou des gens que je connais, que j'ai croisés ici, dont bien sûr l'identité a été modifiée, mais bien entendu, là j'ai une amie qui vient de finir tout juste de lire la version russe, et elle a reconnu, elle s'est reconnue elle-même, elle a reconnu certaines personnes qu'elle connaît dans le personnage principal, qui est lui-même une agrégation de, on va dire, plusieurs personnes que je connais. Ça n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes réunies dans un seul personnage. Mais c'est surtout un livre qui adresse la question du choix. La question des choix qu'on fait tout au long de notre vie, et à quel point il détermine qui on est, et qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous après soi. Donc c'est quelque chose sur, on va dire, il y a bien sûr la notion, on va dire, de lutte entre le bien et le mal, mais aussi l'exploration de à quel point la guerre peut amener les pires horreurs. Et je pense que à travers le prisme du fantastique, quand même aller à la découverte un petit peu de ça, parce que je me suis rendu compte via les commentaires, si tu veux, de certains de mes auditeurs, etc., que quand même beaucoup de gens n'ont pas vécu la guerre, heureusement pour eux, mais ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est, de ce que ça signifie profondément, à quel point c'est vraiment horrible. Surtout maintenant avec les drones, où ça donne un petit peu une guerre façon jeu vidéo, assez déshumanisée. D'ailleurs, côté Cruel. ukrainien, ils font même des concours avec ça. Oui, cruel. Hein? Une guerre cruelle finalement. C'est une guerre extrêmement cruelle, et je voulais retransmettre ce côté-là, à quel point les crimes de guerre peuvent aller très très loin, impacter les civils, y compris les enfants. Ça, c'est un des thèmes qui, moi, me touchait vraiment à cœur depuis longtemps d'aborder. C'est à quel point les enfants payent un prix très très lourd pour des conflits qui les concernent pas, hein. Ils ont pas, ils ont rien demandé, si tu veux. C'est les plus innocents des innocents. Et c'est malheureusement eux qui trinquent le plus. Et donc, je voulais explorer cet aspect-là, l'aspect du traumatisme lié à la guerre, etc. Et donc, tout ça, bah, vous le retrouvez dans le livre, et puis en même temps, tout un chemin d'espoir tracé justement par les choix du personnage principal. Alors dans les moments forts que tu as vécu là, depuis toutes ces années de conflit, je dirais l'apogée en termes de risque, pour toi, c'était un déplacement en périphérie dans un quartier de Donetsk en 2022, si je ne me trompe pas. Ouais. On en avait parlé, mais là, tu as eu la confirmation qu'en fait, tu n'étais pas tombé finalement, je dirais par hasard, au mauvais endroit, au mauvais moment, C'est mais ça. que tu avais été la cible de l'armée ukrainienne. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer, puisqu'il y a de nouveaux développements et que tu as de nouvelles informations à apporter sur ce qui s'est passé, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer comment
tu as obtenu de nouvelles informations sur ce qui s'était passé, sur ce qui t'était arrivé? Alors, en fait, il faut savoir que depuis des années, avec Laurent Braillard, on travaille beaucoup sur ce fameux thème des crimes, et entre autres des crimes de la répression politique en Ukraine. Donc, on a interviewé déjà beaucoup de gens qui avaient été arrêtés, torturés, alors soit par le SBU, qui est donc le service de renseignement, service de sécurité d'État de l'Ukraine, soit par les bataillons néo-nazis, donc Azov, Secteur Droit, Haïdar, etc. Et on documente tout, c'est-à-dire on fait vraiment des interviews assez exhaustives qu'on verse ensuite à des archives à Moscou pour l'histoire, pour le futur. Et donc on fait ça, enfin Laurent fait ça depuis le début de son travail dans le Donbass, et puis ben, j'ai rejoint ce travail-là quand moi je suis arrivé. Et donc on fait régulièrement comme ça des périodes où on va avoir deux, trois, quatre personnes. Les autorités nous donnent des contacts et voilà, on va discuter avec ces gens et on filme ces interviews. Il y a de tout, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui ont été arrêtés simplement parce que bah, ils soutenaient la création de la République populaire de Donetsk, qui ont parfois aidé à organiser le référendum en 2014, ce genre de choses. Certains, c'est pour carrément de la résistance active. C'est le cas en fait du dernier qu'on a interrogé, on a interviewé dimanche. Et en fait, quand on m'a dit son nom, j'ai pas tiqué, si tu veux, je connaissais pas son nom. Et quand il est arrivé à l'endroit du rendez-vous, et en fait, je le regarde et je vois sa tête et je me dis, mais je le connais, j'ai déjà vu ce visage. Et je cherche où je l'ai vu, parce que en tant que journaliste, en presque 10 ans déjà dans le Donbass, bah, j'ai déjà croisé beaucoup de gens, j'ai interviewé beaucoup de gens, donc c'est un peu difficile de se souvenir de tous. Et là, le gars me dit, tu te demandes d'où tu m'as vu? Et il me dit, Petrovski, juin 2022. Et là, je me souviens qu'effectivement, je l'avais vu, ce monsieur, lorsqu'on s'est retrouvé avec Laurent, coincé pendant 5 heures et demie sous ce bombardement massif de l'armée ukrainienne dans le district de Petrovski. En fait, quand on est sorti de notre cachette, et il était là, et en fait, il nous a expliqué que... après, en fait, toute la partie répression politique en Ukraine, etc., il avait été arrêté, il a été condamné et il a été échangé. Il faut savoir que pendant toutes ces années, lors du conflit avant l'opération militaire spéciale, il y a eu déjà des échanges de prisonniers entre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et l'Ukraine. Et donc, on a récupéré comme ça un certain nombre de gens. Et ce monsieur, quand il est arrivé en République populaire de Donetsk, a décidé de continuer le combat qu'il avait commencé à Mariupol et donc de s'engager dans la milice populaire. Et donc en fait en 2022, il servait toujours dans la milice populaire et en fait il était là pour entre guillemets assurer la sécurité de notre évacuation. Puisque donc je rappelle ma voiture a été Oui, est-ce que tu peux rappeler, justement, donc il y a ce monsieur que tu retrouves là récemment qui vient de Mariupol, qui avait été emprisonné par les services spéciaux ukrainiens, qui a été échangé, et qui est retourné à Donetsk et qui était présent avec toi justement dans votre déplacement dans le quartier de Petrovski, en périphérie de Donetsk. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, avant de passer sur je dirais les raisons de ce bombardement si particulier, est-ce que tu peux quand même nous rappeler ce qui s'est passé quand vous arrivez en voiture là, dans ce quartier? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors en fait, on est informé le matin par le SCKK, qui était l'organisme chargé comment dire, d'enregistrer tous les bombardements et les conséquences sur les civils. Et on apprend donc le matin, c'est le matin du 4 juin 2022. Et là, on voit qu'à 8 heures, il y a eu un bombardement sur le district de Petrovski et qu'une femme, une civile, est morte. Et là, donc j'en parle à Laurent et on dit on va aller filmer.
Donc on appelle le service de presse de la milice populaire pour demander, voilà, est-ce qu'on peut y aller, est-ce que c'est safe, etc. Et là, ils disent, écoutez, vous passez prendre un de nos gars qui va venir avec vous, au cas où, et vous pouvez y aller. Ok. Donc on prend un des gars, on y va. Pendant tout le trajet, on surveille. Ça a l'air d'être redevenu calme. On se dit, ok. Ils ont bombardé une fois, comme ils font d'habitude, et c'est bon. Et donc, on roule. Il faut quand même un bon moment pour aller jusqu'à Petrovski. Il faut quand même pas loin de 40-45 minutes depuis le centre-ville quand même pour aller là-bas. C'est l'un des quartiers les plus excentrés de Donetsk. Et en fait, au moment même où on arrive, déjà moi par précaution, par habitude de ce genre de zone, je roule les fenêtres ouvertes. Bien sûr, pas de ceinture de sécurité. Euh, et là, on entend le sifflement d'un obus de mortier. Et là, le gars du service de presse qui est avec nous, Kostia, crie, on sort de la voiture, on évacue. Donc je laisse la voiture en fait calée sur place, en plein milieu de la rue, et on sort en courant et on se jette sur l'asphalte en fait, à plat ventre. Et on attend que donc il y a deux obus en fait qui tombent sur la route par laquelle on venait juste d'arriver en fait. Donc là, on comprend que ben, c'est pas si calme que ça. Et puis là, on voit, donc on a une mine sur la gauche et on a un magasin, un petit magasin en face d'elle sur la droite. Donc on voit qu'il y a des gens dans le magasin, donc on se rue vers le magasin pour se mettre à l'abri à l'intérieur. On s'assoit là, chacun à un endroit assez loin des fenêtres et on attend et en fait on n'a pas très longtemps à attendre et ça recommence à bombarder. Alors au début ça bombarde la mine, ils bombardent la mine à fond. Ça tombe, donc on entend les départs et les arrivées, ce qui veut dire que l'artillerie ukrainienne n'était pas très très loin hein, pour qu'on arrive à entendre les tirs de départ. Et puis, au bout d'une heure à peu près, la mine est en flammes. La mine qui est en face de nous et le bâtiment est en train de brûler. Et là, d'un seul coup, les bombardements commencent à se rapprocher en fait du magasin. Et jusqu'au moment où on a un obus qui tombe, mais vraiment à, je sais pas, 2-3 mètres de la porte d'entrée du magasin. La porte vole. Toutes les vitres qui n'avaient pas encore complètement sauté éclatent, tout vole, toute la poussière dans le truc. Et là, la propriétaire du magasin crie à tout le monde, bon bah tout le monde descend dans le sous-sol. Alors, faut savoir, c'est un vieux magasin enfin, bâti à l'époque soviétique, en même temps que la mine. Donc, ils avaient un abri anti-bombardement. Enfin, le truc, c'est, enfin, il y a qu'à une explosion nucléaire que ça résiste pas. Et donc, ben, on se cache là-dedans et on reste là-dedans pendant 4h30. 4h30 à entendre que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe même sur le magasin. On a entendu des roquettes de grade tomber sur le deuxième étage du magasin. Et au bout de 4h30, ça s'arrête. Donc on attend un peu et puis ben, on sort pour voir les dégâts. Constater que la voiture a été transformée en passoire. On a un monsieur qui est mort dans le magasin parce qu'il supportait pas de rester assis dans le sous-sol, il voulait rentrer chez lui. Et en fait, au moment où il est passé dans le magasin pour sortir, il y a eu une frappe et puis bah, tout est passé à travers bah, ce qui restait des fenêtres. Et puis il s'est pris des éclats au niveau des poumons et il est mort en 5 minutes dans les bras de Laurent. Et donc, bah, on fait un peu le tour du quartier, on filme la mine qui est en train de brûler, on va un peu plus loin, et puis Kostya nous dit bah, la machine d'évacuation est arrivée, parce qu'il a appelé bien entendu le service de presse pour prévenir que bah, la voiture est pulvérisée, on peut pas rentrer. Donc le service de presse de la milice populaire nous envoie une voiture pour venir nous chercher. Et au moment où ils arrivent, en fait, une ambulance arrive, parce qu'il y a eu des civils qui ont été blessés dans le quartier. Et là, les tirs reprennent. Là, les tirs reprennent. Et donc, on court, mais maximum qu'on a pu, jusqu'à la voiture et on part de là. Donc là, ça a été effectivement le moment le plus risqué. Et quand donc ce monsieur Mikhail nous a expliqué tous les détails que nous, on n'avait pas à l'époque, si tu veux, on a eu quand même froid dans le dos avec Laurent. C'est-à-dire, On a alors, eu quand même- lui, en fait, comment lui, donc, était prisonnier euh, du SBU à Mariupol, il est échangé, tu le revois,
et là, il t'apporte de nouvelles informations. Quelles sont-elles et d'abord, comment est-ce